bien ça qu'il faut que tu comprennes, enfin de l'art contemporain, pardon, c'est bien ça qu'il faut que tu comprennes, parce qu'à partir du moment où tu fais tes moulages en plâtre et tout, le plâtre qui est pas un matériau noble, c'est-à-dire que si toi tu faisais vraiment des trucs dans un matériau noble, tu le ferais en marbre et tu le ferais pas en plâtre. Donc du coup déjà là, ça te place dans une démarche en fait où le matériau qui est utilisé est un matériau qui est peu noble, et ça c'est possible parce que justement il y a eu tout le travail sur avec l'art moderne et puis l'art contemporain pour comment dire, désacraliser le matériau qui est utilisé. Donc là déjà ça c'est important. Après ton truc qui est produit, son machin qui est produit à la chaîne en boucle, même si c'est fait main, ça reste du travail d'artisan. Tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait tu as je sais pas comment expliquer, tu es dans le sud de la France, tu peux acheter des santons, ok, tous les santons que tu vas acheter, c'est pas chacun n'est pas une œuvre d'art individuelle ou je sais pas quoi. Une fois, c'est encore une attaque contre des youtubeurs. On reste dans le sujet. Là, le truc, c'est que Missor, lui, il fait vraiment sa peinture. Écoutez-moi, encore une fois, Missor, c'est un mec, à la base, je l'aime pas, on s'est concurrencé, on s'est vu une fois dans un bar, on s'est mis un coup de pression mutuelle pour se montrer qu'on était en concurrence. Donc, normalement, je devrais pas prendre sa défense. Mais encore une fois, c'est un mec qui fait réellement les trucs à la main. Lui, de son côté, c'est vraiment un artiste, entre guillemets. Il fait vraiment de la sculpture, nickel, propre, etc. Avec une vision politique qui est la sienne, tout va bien, napoléonisme, etc. De l'autre côté, les impératifs de production font qu'ils peuvent pas faire autre chose. Les 3 premiers mois, ils ont fait du plâtre. Dès le 4e mois, ils ont commencé à tester d'autres matières. Ils ont commencé à foutre de la dorure dessus. Ils ont employé des dizaines et des dizaines de personnes. Dans une vision socialiste, c'est quand même énorme. Les mecs, je sais pas combien ils étaient payés, je crois que c'était 1500 ou des comme ça. Ils étaient un peu plus au-dessus du SMIC. C'est-à-dire qu'ils ont donné du travail, du savoir-faire à des jeunes, on est quand même des œuvrés à cette époque. Ouais, c'est de l'artisanat. Je vois que c'est plus de l'art contemporain, c'est plus de la mise de l'art en indexation avec la modernité post-Uber Eats, quoi. C'est de l'ubérisation. Ouais. Mais ça reste artistiquement une démarche très intéressante, productivement quelque chose d'intéressant, et même là, ils n'ont pas réussi à survivre. Je te rappelle qu'ils ont commencé à virer des employés, et ils ont réduit la masse salariale à cause de l'imposition, et des tarifs, c'est pas assez cher encore. Donc tu vois bien que ça en fait, c'est typiquement ce qu'on peut appeler une œuvre d'art, parce que ça soulève les problèmes en France de production. C'est-à-dire que l'œuvre d'art, bientôt, ça se trouve, l'atelier Missor n'existera plus d'ici 3 mois. On n'en sait rien parce qu'ils ont plein de problèmes financiers. Et donc les mecs qui auront payé ça 250 €, ça sera réellement des œuvres d'art. Pour le moment, c'est en quantité illimitée, mais si ça se casse la gueule, ça devient une quantité limitée et un beau geste artistique quand même. Tu vois, c'est quand même dommage de refoutre encore la misère à des mecs qui tentent des trucs, tu vois. Non, mais moi je m'en fous. Non, mais je m'en fous qu'ils tentent des trucs. Mais moi, c'est ce qui me truc, c'est la différence entre ceux qui produisent, c'est-à-dire, tu vois, genre un truc en plâtre, et le discours sur le beau, tu vois, la grandeur et tout, alors qu'en fait, eux, ils bénéficient de cette modernité. Après, encore une fois, sur l'art, je pense que ça se discute. Pour moi, c'est plutôt, on est vraiment dans une démarche d'artisanat. T'as un moule, tu fais ton truc, voilà, tu reproduis à la chaîne. En fait, le problème, c'est que c'est pas rentable. C'est peut-être parce que tout simplement, en fait, ça serait peut-être plus rentable pour eux de pas le faire à la main et d'aller démarcher une usine qui justement pourrait couler des... C'est qui est très intéressant, parce que tu dis ils bénéficient de la modernité, mais ils l'ont avant tout subi. C'est-à-dire que par le fait que la modernité les empêche de X choses, par exemple, je pense que Missor n'a pas dû accéder aux études d'art ou je sais pas quoi, il y a un truc qui fait que la modernité les a amputés de quelque chose. Ils répondent par le fait de s'approprier la modernité pour essayer de tirer un bénéfice tout en restant le maximum proche de leurs idéaux. Si tu lis ça de manière... tu peux le lire d'une manière positive, quoi. C'est pas obligatoire de le lire de manière négative. Mais moi aussi, ça me fait marrer, le truc des potiers, etc. Je suis en fou rire à chaque fois. Mais je veux dire, c'est quand même, quoi, à chaque fois, viser le négatif, quoi. Merde. Alors que, je veux dire, si on tue tous nos producteurs français qui sont au plus proche de nous... Ouais, mais est-ce que c'est pas une nécessité de casser de montrer quand même ce que cache le marketing pour remettre un peu ce que c'est? Genre, c'est de l'artisanat, du bel artisanat, mais pas forcément dire que c'est des artistes, parce que si on dit que c'est un artiste, ce serait une vraie création. Si jamais c'est inspiré de... Par exemple, le Nietzsche, si je me trompe pas, je crois que c'est le Nietzsche, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à certains Nietzsche qu'on peut trouver. Alors c'est un Nietzsche vieux déjà, enfin il est plutôt inspiré de quand il est vieux et malade, et en fait t'as certains modèles qui ressemblent déjà à ça, donc il peut s'inspirer, etc. Donc est-ce que c'est vraiment une œuvre artistique ou d'inspiration, etc. Donc
c'est compliqué, tu vois. Et pour moi, l'artiste, c'est quand même quelqu'un qui essaye de créer quelque chose qui est différent par rapport à ce qui existe déjà. Non, en principe. mais arrêtez avec ça. Bah, l'artiste, c'est quelque chose qui est différent, c'est horrible comme phrase. Toi, Toi, t'essayes d'innover, non. Oh là là, alors là, si vous vouliez du débat, c'est parti. Ah bah ça, c'est intéressant, mais justement, oui. c'est intéressant. Pour moi, c'est ça. Mais pour moi, c'est l'idée d'essayer d'innover en partant même de choses qui existent, tu vois. Mais genre, t'essayes d'innover. Alors vas-y, tiens. Vas-y, on est dans non, mais non, c'est pas ce qu'on a dit. Mais l'innovation, mais sans innovation, il n'y a plus d'art. Si tu refais sans arrêt la même chose. Mais non, mais vous êtes fous. Non, vous êtes fous. Vas-y, t'es dit. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Alors déjà, moi, je pose la question. Dans ce cas-là, il faudrait occulter le fait que c'était mon prof de français qui me disait ça, mais c'est une citation de quelqu'un que je connais pas, mais il n'arrêtait pas de me dire ça, mon maître à penser, qui est sur ma chaîne YouTube au Sentengour. Il disait on ne crée rien. Rien ne se crée. Rien de je sais pas quoi, tout se transforme. Ouais. Plus c'est trop vieux. En gros, l'artiste, c'est avant tout quelqu'un qui est, quand il commence à poser un trait sur un papier ou qu'il commence à écrire, il fait que de vomir ce qu'il a déjà bouffé jusqu'à 16 ans. Et ensuite, il va essayer d'innover jusqu'à se rendre compte qu'il ne fait que de répéter les mêmes gestes que ce qu'il a déjà ingurgité. Et il y a un jour, tous les artistes sont passés par là, où il va décalquer. Parce que, je peux vous le dire, moi, en tant que dessinateur, et c'est dans tous les arts comme ça, décalquer, réécrire ce qu'un écrivain a écrit, refaire plan par plan. Moi, j'ai étudié plan par plan des films que j'ai mis sur pause pour redessiner. C'est la meilleure école qui existe, et c'est pour ça que les Japonais et les Chinois sont des titans sur le plan technique. Ça, c'est la technique. Donc, tu évolues sur le plan technique. Hein, mais si jamais tu dis que mais ça c'est pas l'œuvre, c'est l'apprentissage pour faire une œuvre. Mais alors vas-y, c'est que tout artiste accompli, celui qui a monté le niveau technique, est passé par une phase de décalcage, et même enfant et même ado. Donc de fait, en fait, il y a un moment où il y a un état de crise chez l'artiste où il subit son propre style, donc il peut plus décrocher de son propre style, qui est la logique mathématique de ce qu'il a bouffé, de ce qu'il a décalqué. Donc en fait, nous, en tant qu'artistes, on n'est personne. Et c'est ça qui est terrible. On n'est que l'addition des événements plus nos inspirations. Et donc, en fait, dire qu'on essaye de trouver du nouveau, tous les artistes ne cherchent pas du nouveau. Merci, Tom. L'innovation dans l'artistique, c'est faux. Des fois, on essaye même de décalquer. Moi, il faut savoir que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait que de décalquer des vidéos que j'ai décalquées maladroitement, donc c'est devenu quelque chose de personnel. Il y a beaucoup d'artistes qui, en fait, ne cherchent même pas à innover et cherchent juste à faire à la manière d'eux. Moi, je rêverais d'avoir un Tintin bis dans le même style que RG. L'innovation à tout prix, sérieusement les mecs, je n'y crois pas, mais je vais écouter vos arguments. C'est pas une question d'innovation à tout prix, c'est de pas refaire sans arrêt systématiquement la même chose. C'est ce que dit Kant, en tout cas il dit ça dans comment ça s'appelle, l'art de juger, je crois. Lui il dit ça, lui il dit que voilà, si jamais c'est pas original, enfin tu vois, ça peut pas être une œuvre d'art, c'est une des conditions, c'est pas la condition, mais c'est une des conditions. Si tu fais que imiter, que recopier, bah t'es pas un génie, tu vois. Et pour lui le génie, c'est faut être un génie pour faire de l'art. Mais enfin, en plus, à l'heure des histoires d'intelligence artificielle, etc., il va y avoir une confusion. Déjà, le mot artiste, il est très discutable. Moi, je ne le valide très peu. Là, j'ai dit que je suis artiste, mais en vrai, je n'arrive même pas à accepter le mot. Je dis artiste pour que Zioclo me comprenne, le pauvre. Parce qu'il dit ça, mais en gros, je suis plutôt dessinateur. C'est-à-dire que ma pratique, c'est le dessin. Je vois ce que tu veux dire sur le fait de dire je suis pas artiste, je comprends ce que tu veux dire par là. Rien que le mot artiste, pour moi, me dérange. Alors, si on ajoute le mot artiste plus innovation plus recherche, même la recherche esthétique, c'est faux, parce que on avait le nouvel art socialiste, pas le nouvel art socialiste, qui est arrivé juste après le nouvel art socialiste, c'était l'expressionnisme, qui ne cherchait plus le beau, mais qui cherchait pour le coup l'innovation à tout prix. On a eu quand même des phases. L'innovation me semble pas intéressante, et ne serait-ce que la Renaissance, qui n'est qu'une copie de la Grèce antique. Est-ce que la Renaissance n'est pas de l'art? C'est pas précisément. Non, la Renaissance, on peut pas dire que c'est exactement une copie de la Grèce antique. Tu vois ce que je veux dire? C'est une inspiration, mais c'est le truc. C'est le truc de Nietzsche là qui attendait au 19e siècle qu'on revienne encore une fois à l'art antique et tout, etc. Enfin, tu vois, c'est un cycle en art si tu veux, mais c'est pas comment dire, tu sais faire la différence. Après, peut-être pas moi, parce que je suis pas un grand fan de sculpture, mais entre une sculpture de la Renaissance et une sculpture de Grèce antique, tu vois, t'es capable de regarder, de voir, de dire ok, bah c'est ça date de la Renaissance, ça c'est tel courant, peut-être du classicisme, du néoclassicisme. C'est pas forcément volontaire. Des fois, c'est juste que le mec n'y arrive pas. En fait, on sous-estime un truc chez les artistes, c'est la capacité à ne pas y arriver.
il y a énormément de styles qui sont définis par l'absence, c'est-à-dire l'absence de talent ou de technique qui va définir un style. Le style, c'est l'addition entre comment ça s'appelle, tes références, ton talent et ce que tu ne sais pas faire. Et ça on le sous-estime, ce truc. Il y a des gens qui... Oui, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est ta faiblesse, mais ta faiblesse, c'est à toi de la transformer en force. Enfin, et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a l'absence. Des fois, il y a des gens qui... Là, j'ai pas l'exemple exact, mais il y a des gens qui n'ont que le désir de recopier. Peut-être que les mecs de la Renaissance ne voulaient que recopier, ils ont même pas réussi. Ou ils ont sublimé par à côté, tu vois, sans le vouloir. Le hasard dans la... Bon, bref, je vous redonne la parole, excusez-moi. Pour me parler après, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que, comment dire, pour moi, quand je dis un artiste innove ou machin, c'est justement, c'est genre, t'as pas certaines qualités, bah tu vas innover avec justement tes défauts, tu vois, tu vas peut-être proposer quelque chose avec tes défauts, ça va peut-être plaire, et à partir de là, c'est les gens qui vont te définir comme artiste, c'est pas toi qui va décider que t'es un artiste comme ça. Moi, je pense qu'il y a un processus artistique. Parce que pour moi, je veux pas, s'il y a des artistes qui nous écoutent là pour le coup, je vous en supplie, ne sombrez pas dans l'idée qu'on se fait de l'art, qu'il faut innover, ou qu'il faut trouver quelque chose de nouveau, ou forcément quelque chose de beau, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Ah oui, c'est sûr. En praticien, non, mais le beau, je suis d'accord, mais regarde, le truc c'est, est-ce que prendre un exemple totalement banal, en fait le truc c'est que toi enfin c'est normal qu'il faut regarder ce qui a été fait avant, et après tous les artistes ne le font pas parce qu'il y en a certains, enfin je parle pour les réalisateurs, là ils sont pas spécialement cinéphiles, ils regardent pas ce qui se fait avant et puis ils s'en foutent un peu, ils font leur truc dans leur coin et c'est très bien. Mais regarde par exemple Orson Welles, avant de réaliser Citizen Kane, il a regardé plein de fois Stagecoach de John Ford, je sais pas comment ça se prononce. Et en fait il a dit ok c'est pas son meilleur film, mais il a dit what a notebook, tu vois, genre enfin voilà, c'est vraiment il était là, il l'a regardé 40 fois et puis il a pris des notes, il a dit ok c'est comme ça qu'on peut faire un plan, c'est comme ça qu'on peut faire un truc, il a appris si tu veux, enfin il a appris la mise en scène avec ça, enfin, en gros voilà ça l'a intéressé. Et en fait en gros ce film là qui est une histoire d'une course poursuite, ça se retrouve on va dire dans toute l'histoire du cinéma, que ça soit Mad Max 2 ou maintenant Mad Max Fury Road, dès qu'il y a une course poursuite, bon ben forcément à un moment donné ça fera penser à Stagecoach, bref. Voilà. Très bien, très bien prononcé. Très bien prononcé. Ouais, très bien prononcé. I am so bilingual, so voilà. Et en fait, et donc ok il y a ça, mais sauf qu'en fait à chaque fois tu vas ajouter ta touche à toi. C'est-à-dire le but c'est juste que toi si tu refais sans arrêt la même chose et que tu redis sans arrêt la même chose, à un moment donné, bah, il y a juste une lassitude. Et ce truc-là c'est par exemple l'histoire des origin story dans les films Marvel par exemple. À la première origin story, on te fait l'origin story d'Iron Man, on fait l'origin story de Captain America, on fait l'origin story de Doctor Strange, l'origin story de machin, et à un moment donné, bah en fait on en a bouffé 150 des origin story, c'est toujours systématiquement la même chose, et à un moment donné en fait t'en peux plus, ça peut plus être bien. Autant moi le premier Iron Man, tu vois, ok t'as vu une origin story, c'est un peu marrant, ça te fait marrer, ok tu l'as vu, quand tu le revois une deuxième fois avec Thor, une troisième fois avec machin, une quatrième fois avec truc, tu fais ok j'en peux plus, ça m'insupporte. Et après ils ont décidé bon ok bah maintenant on les fait plus, tu vois, genre si tu veux l'origin story Spider-Man, il n'y a pas eu pour le nouveau truc, sachant qu'on s'était déjà tapé avec Sam Raimi puis après avec comment il s'appelle, Mark Webb, on s'est déjà tapé 2 fois, et ben j'ai décidé on l'enlève. Assume comme industrie, c'est de l'industrie juive là, c'est industrie juive de la bande dessinée, industrie juive de le cinéma. Là on est dans de la, c'est parce que je dis ça parce que mon pote juif là, il attend d'ailleurs dans le chat. Il est là. Oui, je vais lui donner la parole justement. Si vous voulez le faire passer un jour, oui, mais enfin si vous voulez. Oui. Et en gros, là on est dans du pur, là c'est de l'ashkénaze là. C'est-à-dire que c'est des juifs qui disent on est dans la merde, on va faire de l'industrie de la bande dessinée, qui en fait après se reproduit dans l'industrie c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment une histoire d'industrie qui se pense comme industrie. Moi je vois chez mon pote juif, il a exactement ces mêmes mécaniques là du cinéma, c'est bon allez, ils veulent du chat, du chocolat, ils veulent du LGBT, allez on en fout, ils veulent du LGBT, il écrit comme ça. Hein. Alors Saroulman du coup, le pote juif. Saroulman, si vous voulez entendre un juif qui écrit juif, on va lui demander. Vous allez comprendre clairement comment ça... Mais non, mais c'est pas ça dont je veux parler, c'est juste qu'on est lassé, en fait à un moment donné. Et bah ça peut plus être de l'art si c'est sans arrêt systématiquement une recette que tu appliques et que c'est toujours la même chose. Ça marche. En fait le truc c'est que oui mais on s'en fout que ça marche. C'est pour ça que je dis juif, va dire ça à un juif, le juif il va te répondre combien de milliards mon gars, qu'est-ce qu'on en a à branler, attends il est là Saroulman, qu'est-ce qu'on en a à branler Saroulman. Alors Saroulman, que penses-tu de tout ce qui vient d'être dit justement pour un peu, sans forcément venir sur ta judéité, Saroulman, que penses-tu un peu du débat qu'on vient de faire? Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais justement ajouter? Tu disais tout à l'heure que tu voulais intervenir, donc je te donne la parole.
Ouais, salut à tous. Ouais, je trépigne parce que bon, je trépigne depuis tout à l'heure. Bon, vous êtes passé sur plein de trucs. Alors vas-y, Bon, tu peux passer dessus. Teddy a raison sur le côté. Quand on parle de Marvel, on parle d'industrie, on parle de méthodologie d'écriture avec des cases pour le coup, avec des canevas. C'est fait pour faire du flouze. C'est pas de l'art, c'est de l'industrie pure et dure. Oui, t'as des sortes, on appelle ça comment, des fiches de direction, alors je sais plus comment on appelle ça, Bah, là, et ça, où effectivement... ça, c'était pas exactement vrai des lorsqu'ils ont directrices. fait le premier Iron Man, parce que c'était pas encore Oui. Disney, c'était Marvel Studios, c'était leur truc, c'était soit ça, soit ils mettaient la clé sur la porte. Si, c'est vrai que le Attends, premier Iron Man et le deuxième, c'était encore un peu libre. Le troisième, tu vois que c'est contrôlé Non. complètement, quoi. Non, c'était pas libre du tout. C'est Ah bon? tous ces films hollywoodiens sont basés sur la même théorie narrative qui vient de Campbell, qui vient de Vogler. Et en fait, aujourd'hui, Marvel a révolutionné, a industrialisé le processus de production, enfin le côté production par overdose. Les histoires sont écrites de la même manière, mais depuis toujours, enfin depuis les années 90 aux États-Unis, avec le voyage du héros, etc. Sauf que l'industrialisation de Marvel a poussé au paroxysme cette méthodologie avec ces canevas, avec ce voyage du héros, etc. Bon, ça c'est un sujet. Moi, j'ai envie de revenir vite fait sur en fait ce qui oppose complètement Antoine et Teddy. Vous avez un consommateur d'un côté qui est critique et vous avez un fabricant, vous avez un fabricant et pas un artiste mais un artisan. Je m'engueule avec Teddy parce que c'est un artisan. Lui et moi, on écrit, on essaie de faire des trucs, donc on s'engueule et on a des discussions passionnées sur tel film ou sur tel BD ou sur tel scénario. Je pourrais jamais m'engueuler avec Antoine parce que et c'est pas une attaque, Antoine, hein, mais tu es dans la position, tu as dit que tu avais fait un peu d'art, mais en fin de compte pas tant que ça peut-être. Et en fait, tu es dans la position du critique classique qui regarde, qui consomme et qui donne son avis. Et ce qui te manque... Le mot consommer, c'est déjà un mot qui est connoté. Enfin, tu parles de consommation, de consommateur. Tu vois, je vais lire un livre, je vais lire un livre de Dostoïevski. Je suis pas là en train de consommer Dostoïevski. Tu vois, je suis pas comme je suis en train de Netflix. Je sais pas quoi regarder ce soir. Je consomme peut-être du Netflix, mais tu vois, tu vas chercher l'expérience esthétique dans un musée, en écoutant, je sais pas, en allant à l'opéra et en regardant, je sais pas, un film ou bien en lisant du Dostoïevski. Mais tu vas pas, c'est pas une attitude de consommateur. C'est-à-dire qu'en fait, tu es forcément acteur à un moment donné de ta lecture, de ton visionnage, parce que tu es pas passif devant, c'est pas de la consommation. Oui, après j'utilise le mot consommateur pour être bien. Mais le mot est connoté et c'est pas ça. Oui, c'est plus acheter le livre sans le lire, quoi, être consommateur, quoi, limite. Voilà. Ça existe. Ouais, ça existe. Tu es récepteur, tu vois, tu es récepteur de l'œuvre. Et Teddy, lui, est créateur d'une œuvre. Oui. Ouais, bah après les théories de la réception, c'est encore une fois, c'est pas exactement ça. Il y a jamais une œuvre, c'est forcément ce que le public en fait. Enfin, je sais pas, ça c'est un truc qui se voit extrêmement bien avec Harry Potter maintenant. Et là, ils aiment plus J.K. Rowling parce qu'elle est transforme, je sais pas quoi. Et du coup, mais du coup, il y a totalement une réappropriation de l'œuvre, une réappropriation du truc. Et en fait, ce que une œuvre, c'est aussi ce qu'en fait son public, c'est aussi comment elle reçoit son public. C'est pas juste l'auteur dans son coin. Il y a forcément un dialogue entre les deux. Il peut y avoir d'œuvres comme seulement s'il y a réception par le public. Si moi je fais une œuvre tout seul dans mon coin, dans ma forêt, c'est rien, tu vois, parce qu'il n'y a pas de retour critique, il n'y a pas de réception du truc. Donc, en fait, c'est le public, ça. Pour avoir une réception, il faut oser le poser. Hein. Et bah oui. Mais non, mais justement, c'est ça. Donc ça veut dire que tu peux pas juste être récepteur. Ça n'existe pas d'être juste récepteur. Tu es forcément acteur de la réception de ce de cette œuvre-là. Tu façonnes cette œuvre-là. Tu façonnes un peu tout ce qu'il y a autour d'elle. Oui, mais si j'en reviens à ce que je voulais dire, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je reviens juste à mon propos. C'est que je pourrais jamais m'engueuler avec toi parce que de ce que j'ai vu de tes vidéos et ce que je t'ai lu, tu n'as pas, j'ai l'impression en tout cas que tu n'as pas en tête toutes les contraintes de production d'une œuvre et en fait tu n'as pas la connaissance pratico-pratique de créer par exemple un film. Moi je me bouffe, enfin je suis en train de je suis obligé de supporter le cinéma français que j'exècre à 80%. On est avec Antoine. Et je me rends compte finalement en les supportant, en allant sur les tournages et en parlant avec les acteurs, avec les prods, avec les réals, j'ai de la peine pour eux parce qu'en fait en France on n'a pas de moyens
on n'a pas de moyens et on est bouffé par 80% là encore, September, 80% de mecs qui se posent en tant qu'artistes et qui te font de la merde en n'ayant aucun intérêt sur le spectateur, comment leur œuvre va être réceptionnée, ils s'en foutent du spectateur. Et quand tu nous dis de regarder plein de films français où, comme Teddy a montré, deux acteurs qui dansent et qui se disent rien. Non, c'est pas lui qui l'a conseillé celui-là. Tu m'emmènes dans une mauvaise piste là. Ces films français là, par exemple Keshish, etc. Vas-y. Oui. Par exemple Keshish, etc. C'est des gens qui font des films en ayant un mépris total du spectateur, du français et de la classe populaire. Merci Militaire. Et tout ça, tu t'en rends compte quand tu bosses avec eux, quand tu les côtoies et quand tu leur parles. Et c'est ça qui est exécrable, et c'est pour ça que jamais. Keshish, hein. Keshish, oui, j'ai un problème avec Keshish quand. Non, mais travailler avec lui. Antoine. Travailler avec lui. Son film, ses films sont inintéressants. Non, je t'ai demandé si tu posais une question simple. La question, c'est là, tu as dit Keshish, il méprise son spectateur. Ok, la question, tu as dit, tu as travaillé avec les gens. Est-ce que tu as travaillé avec lui? Oui ou non? Parce que moi, j'ai parlé en contact avec des gens qui ont vraiment travaillé avec lui, qui m'ont expliqué comment est-ce qu'il pensait le montage, comment est-ce qu'il procédait pour les tournages et tout. La question, c'est ça. Est-ce que tu as travaillé avec lui? Oui ou non? Si tu n'as pas travaillé avec lui, pourquoi tu ouvres ta gueule? Enfin, en fait, c'est un truc, c'est très simple. Moi, je suis un peu tatillon. Tu veux citer des noms, tu me cites un nom, tu me dis, j'ai travaillé avec tel auteur, franchement, il n'a rien à foutre de la réception de son film. Là, ça m'intéresse. Si tu me dis Keshish, oui, j'ai vu son film, j'ai pas aimé, du coup, moi, je spécule qu'il en a rien à foutre de la réception de son spectateur, sachant que le mec, quand même, que le mec là, il est un peu en PLS en ce moment parce que Intermezzo, ça a été super mal reçu, il vit super mal les critiques et tout. Ça m'étonnerait qu'il soit en train de s'en foutre totalement de la réception de son film. Bon, voilà. Son film n'a pas encore été diffusé, donc les spectateurs n'en savent rien. Si, il a été diffusé à Cannes, il y a eu des retours extrêmement négatifs. Il y a des spectateurs. À Cannes, ce sont des élites, c'est un entre-soi. Ah non, tu peux y aller, tu peux aller aux séances. Tu peux aller aux séances là-bas. Mais c'est trois personnes, on s'en fout, c'est pas les spectateurs en France. Et par exemple Keshish, oui, j'ai un problème, je ne le connais pas directement, je connais des gens qui ont travaillé avec lui, et tu parles de montage de Keshish, comment tu conçois, alors je sais bien qu'il faut séparer l'artiste de l'œuvre, mais la manière dont par exemple il traite une de ses monteuses qui est sur son lit de mort en venant l'engueuler sur son lit de mort parce qu'elle a un cancer. Encore. Voilà, et quand tu sais ça, et qu'après tu analyses ses films, tu te dis ok, c'est quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui fait des films mauvais, et donc je n'ai pas envie de conseiller ses films aux autres, parce que déjà ces films sont mauvais. Tu sépares pas l'homme de l'artiste alors? Non, je sépare pas, mais en tout cas, là pour le coup, il y a un parallélisme et une conjoncture. Voilà, Non, mais tu dis que c'est mauvais, mais il faudrait un argument pour tu sais pourquoi est-ce que c'est mauvais. C'est bien facile de dire je veux pas conseiller parce que le mec il est méchant. Ok, bon, t'es dans la même position que les gauchistes, si tu as envie, ça te fait plaisir. Bon, ok, très bien. Mais la question c'est ok, est-ce que c'est mauvais? Bon, t'aimes pas. C'est un fait, ok, t'as pas envie de les conseiller, moi je conseille des films que j'aime en général. Merci. Et ok, t'as pas aimé, t'as pas envie de le conseiller, je peux concevoir, mais bon, dire voilà c'est mauvais, bon bah j'attends ton argumentation. Tu vois, genre quel film. Après en vrai, c'est mauvais, il faut que tu lui dises à Antoine que tu sois clair avec lui parce qu'on s'engueule avec sa Robin, on n'a pas le même point de vue. Donc je tiens à le souligner. Quel est ton film préféré? Et ça t'a énervé que Antoine dise que c'est de la merde? Je sais plus parce que j'en ai plein. C'était le Player One. Non, après c'est de la merde. Non, mais faut dire ce qu'il y a. Je suis désolé. Nous, on s'engueule tous les deux. Désolé, pote juif, mais c'est un film de merde quand même. Enfin, je veux pas être méchant, mais c'est vraiment un film pourri quoi. Enfin, Ready Player One. Si tu veux parler de la quintessence de la production américaine ultra formatée. La défense de Ready Player One versus l'anti-défense. Parce que. Ah ouais, je préfère Existence, frère. Enfin... Non, mais Ready Player One, c'est un très très bon Spielberg parce que déjà c'est très bien réalisé, le scénario est très bon, la narration est très bonne. Mais là c'est des moutons, c'est très bien réalisé, je peux dire ça n'importe quoi. Catwoman de Vitop, c'est très bien réalisé, c'est vraiment un film profond avec des acteurs exceptionnels, tu vois, c'est là oui ok, c'est du vent ce Timo Valence, je peux dire ça de n'importe quel film. Pardon. Parce que là, je suis coupé par trois personnes. Vas-y. Je te laisse parler. La mise en scène de Ready Player One. Ça roule, man. Dans la clarté, par exemple, Ready Player One, c'est par exemple en partie un film d'action. Le découpage, la réalisation, le découpage des plans, des films, des scènes d'action de Spielberg sont d'une clarté incroyable. Antoine, par exemple,
je te mets au challenge de me montrer une course de bagnole aussi claire dans sa réalisation, dans sa compréhension des scènes, des séquences et de la dramaturgie dedans, aussi claire que dans Ready Player One. C'est un masterclass. Voilà, c'est pas des voitures, c'est une diligence, mais voilà, très bien. Comment Quel film On n'a pas entendu. Stage, coach. Ah, stage. Coach. Ah, stage coach. Stage coach. Je connais plus le titre français, la chevauchée fantastique, un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Ah, la chevauchée. Voilà, et pour vous convaincre là-dessus, sur par exemple, juste cet exemple dans Ready Player One, la course-poursuite en bagnole avec King Kong qui les pourchasse. Comparez cette scène-là avec n'importe quelle scène de course-poursuite dans Fast and Furious. Et vous allez comparer et vous verrez quand même une différence en termes de réalisation. Arrête de le comparer avec Fast and Furious. Compare Antoine Goya, il aime bien vomi et caca. Alors compare du vomi et du caca, c'est pas bon. Arrête. Ça, ouais, non, on est là-dedans. Mais si, parce qu'il faut prendre conscience. Il faut pour avoir du goût, il faut avoir du dégoût. Ready Player One, c'est un bon dégoût, hein, je pense. Non mais bon, après on va partir le débat. Je comprends ça, Rollman. D'accord, mais attends. J'ai juste une question, ça, Rollman. Le Pierre est dans le chat et il t'accompagne. Il dit Ready Player One. Ouais. Dis-lui en fait. Pardon. Mais par exemple, tu vois, un film qui est innovant, qui parle de jeux vidéo dans ce style-là, ça va être pour moi Existence ou d'autres trucs dans ce genre-là, ou même comment il s'appelait le truc japonais là qui a été fait par Mamoru Oshii, Avalon. Non, Avalon. Carrément un film qu'il avait fait aussi qui était en vraie image, quoi. Enfin, je sais plus comment on dit là, en IRL. Et du coup, je veux dire, c'est vrai que Ready Player One, c'est du fan service, c'est totalement, c'est du CGI de partout. Non, c'est pas du fan service. Ah si, Overwatch, machin, King Kong. Non, mais parce que la thématique du film, c'est jeux vidéo. Ce n'est pas les jeux vidéo. Non, ce n'est pas les jeux vidéo. C'est la culture populaire. Comment un jeune aujourd'hui s'approprie la culture populaire et souhaite et a envie que cette culture populaire est prise dans sa réalité. Or, dans ce film, le personnage principal vit dans une réalité virtuelle complètement factice, mais malgré tout, il y a une certaine réalité qui se crée dans ce monde-là parce qu'ils apportent, et comme avec tous les autres joueurs, ils apportent leur culture populaire et il y a un vrai traitement respectueux de la culture populaire que vous n'avez pas dans les Marvel, où là vous avez du fan service de manière très grasse, avec à la fin de je sais plus quel épisode, je sais plus quel film, où tu as tous les super-héros qui se bouffent un kebab dans à la fin. Du coup, Antoine, qu'est-ce que tu penses de la spéculation philosophique autour de Ready Player One, toi qui détestes ce film et qui dit que c'est de la merde? Il y a un truc philosophique derrière. Enfin, je vous avoue que moi, je me suis pas mal fait chier, que je trouve ça très con, et que pour moi, à partir du moment où tu mets un film et tu te dis, oh là là, il y a une chasse au trésor dans le film pour donner l'entreprise à je sais pas quoi, et puis en fait, blablabla. Et pour trouver le trésor, il faut faire une marche arrière dans un jeu de course, qui est le premier truc qu'en fait dans n'importe quel jeu de course, tu joues à Mario Kart, tu fais une marche arrière. Pourquoi est-ce que le mec parle en lui là. Non, mais je veux dire, c'est hallucinant. C'est débile. Enfin, je veux dire. Enfin non, mais j'ai plus le film en tête, mais je me souviens de ça. C'est hallucinant de se dire que le mec, il a pas pensé, il y a personne qui en 12 milliards d'années a pensé à faire une putain de marche arrière. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Non, mais c'est bon, Ready Player One. De toute façon, de manière très générale, Spielberg, c'est quelqu'un qui est né du nouvel Hollywood, c'est quelqu'un qui a des références, c'est quelqu'un qui sait faire du cinéma. Alors après, il y a des films de lui que j'aime pas du tout, genre celui-là, War Horse, voilà, des trucs comme ça. Après, il fait des très bons films, il sait faire des bons films aussi. C'est quand même quelqu'un qui a des références un peu plus classiques, qui, t'en parlais avec ton pote là, Teddy, qui, ils aimaient bien Truffaut, il a foutu Truffaut dans Rencontre du troisième type. Tu vois, c'est un mec qui était influencé par la nouvelle vague, tu vois, c'est un mec qui a des références, et puis finalement, je pense que tu vois, j'arrive à table avec Spielberg, tu vois, on a des trucs auxquels parler. Pareil, si je vais parler avec Scorsese, j'ai des trucs auxquels parler. On peut parler de cinéma français, de cinéma italien, de cinéma de trucs. Bon, voilà. Après, par contre, je suis pas sûr que Spielberg, ça le fasse bander de parler d'Overwatch et de Minecraft. Voilà. Mais c'est la question, moi, je pose là pour le coup, ça Rollman. Pour moi, Ready Player One, c'est de l'industrie. Ah, clairement. Oui. Toi, tu le mets du point de vue semi-artistique. Je vois l'idée d'insérer. Pour moi, je vois vraiment ça comme ça. Hein. J'ai vraiment l'impression que certains réals, à force de faire de l'industriel, se disent qu'ils vont mettre un supplément d'âme à l'industrie. Personnellement, puisqu'on est sur ce débat-là.
Mais ça n'empêche, Antoine, que je n'aime pas l'idée que tu juges des produits industriels contre des produits artistiques. Ça n'a rien à voir. C'est pareil que... Ça dépend. Mais regarde, elle est où la différence? Est-ce que Tintin de Spielberg, est-ce que c'est un produit industriel ou c'est un produit artistique? Jurassic Park, sinon. Même chose. Bah là, j'irais plus avec Saruman. Pourquoi pas produit artistique pour Tintin? Pourquoi pas? Parce que le problème, c'est que séparer, en fait, séparer industrie et art, ça m'énerve parce que là, par exemple, quand vous parlez de Tintin, vous confondez industrie et processus de production avec des Américains qui ont beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens et que donc te font une œuvre en CGI, là, en effets spéciaux magnifiques parce qu'ils ont juste plus de thunes. Et vous confondez ça. C'est là, tu as un blockbuster qui s'appelle Tintin, qui est vendu sous le nom de Tintin, qui est produit, qui est réalisé par Steven Spielberg. C'est un putain de film d'action. Est-ce que, voilà, enfin, il n'y a pas de, voilà, ces trucs, c'est un film d'auteur. Voilà, il s'est fait plaisir, mais ça reste un blockbuster. Non, parce que après, c'est comme avec Mysore, quand tu juges le produit de Mysore comme un produit fini, alors que c'est un processus qu'il faut regarder. C'est-à-dire que face à la problématique de la production en France, il a choisi le semi-industriel, semi-artisanal. On a affaire aussi avec Spielberg dans Tintin, la même chose. Je sais parce que Saruman, justement, il a pas arrêté de me blinder, il m'a envoyé plein d'articles là-dessus. En fait, Spielberg, il s'est juste retrouvé avec une nouvelle technologie qu'il voulait tester, et il a choisi Tintin comme thème pour tester sa nouvelle technologie qui était la caméra 3D dans un espace 3D, je sais plus trop quoi, un truc hyper technique. Ouais, c'est comme Avatar, tu tournes ça dans un hangar, tu fous des capteurs sur les gens, et voilà. puis Et du coup, c'est vrai que, en fait, si on décorrèle le film de sa logique artisanale, c'est-à-dire tester une nouvelle technologie, c'est comme, tu sais, tu vois arriver le moulin. Les premiers pains qui sont fabriqués au moulin dans le Moyen-Âge, je suis sûr qu'il y avait plein de gens qui disaient que c'était dégueulasse. Ça arrive au XIIIe siècle, le truc, ou au XIIe. Au XIIe siècle, il y a des moulins, je suis sûr qu'il y a des mecs qui font c'est pas artisanal, c'est pas traditionnel. Et les autres, ils sont en train de tester. Alors peut-être que le pain au début était pas bon, peut-être que le pain moulu au moulin, c'était pas ouf. Mais au fur et à mesure, on a perfectionné la technique. Mais au début, il a bien fallu le faire, tu vois. Et là, il y a un côté un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décorréler l'œuvre de son environnement technique. C'est ce que veut dire Saruman. Là, je le reprends. Hein. Après, il a mis l'allumette dans la gueule. Je le reprends. Mais je pense que, sincèrement, c'est enlever la technique et les logiques de production et l'espace de production, ça serait complètement fou. En fait, on peut pas. Surtout, c'est vrai qu'un génocide, Antoine, j'ai l'impression que tu décorrèles beaucoup. Hein. Tu parles mais ça, très bah bien. Oui, mais c'est la technique. Mais Antoine, la technique, c'est pas caca en fait. Alors justement, la Antoine, technique, c'est pas du caca, c'est pas caca, c'est pas méchant. Attends, on va laisser répondre Antoine. Antoine, vas-y. Non, mais moi, en fait, le truc, c'est que moi, je m'en fous, je juge une œuvre finie. Tu vois, il y a toujours des gens qui sont venus pour expliquer, tu sais, Jean-Mathieu Kassovitz, quand il a fait son film de merde, là, avec Vin Diesel, je sais pas comment il s'appelle. Ah oui, mais bon, c'est parce que Vin Diesel a eu des problèmes avec son truc, oh là là, mon Dieu, c'est terrible. En fait... Non, mais attends, mais là, tu me parles de... Mais non, attends. Ce que je veux dire, moi, je veux dire que je juge un produit qui est fini. Antoine, vas-y. Ou une œuvre qui est finie. Je juge de l'œuvre. Je juge l'œuvre qui est finie. J'aime l'art, je juge l'œuvre qui est finie. C'est-à-dire que après, effectivement, je peux m'intéresser au processus de production pour comprendre pourquoi tel choix a été fait, pourquoi tel réalisateur a fait tel choix, etc. Mais en fait, sinon, on se retrouve dans comment dire, dans le truc de Soral. C'était Soral, il disait ça, il était là, ouais, moi j'ai fait du cinéma, le mec a fait un film, il était pourri. Et il dit ouais bon les gens ils analysent la mise en scène et tout c'est nul parce qu'en fait on tourne juste là où il y a le groupe électrogène parce qu'on n'a pas envie de se faire chier. Bon à ce moment là en fait il n'y a plus d'art, il n'y a plus rien. La question c'est est-ce que je ressens une émotion et pourquoi est-ce que je ressens cette émotion? Oui mais si le public s'éduque pas à la technique, regarde il y a un truc très simple, sur YouTube les gens ne font jamais, ils consomment YouTube, ils n'ont jamais fait de montage. Ils n'ont aucune âme, par exemple les 1000 commentaires qu'il y a sous ta vidéo, les mecs n'ont aucune âme pour comprendre quel a été le processus de clash, d'amusement de ta part, de ma part, le montage. Et ils n'en ont rien à foutre. Et si on les éduque pas à la technique, si on leur fait pas comprendre dans nos propos qu'il y a aussi une dimension technique, pas que une dimension technique. Je te parle pas de Vin Diesel avec ma mère, elle a mangé le devoir de mon chien, désolé monsieur, c'est pour ça que je suis en retard. Évidemment qu'il faut pas tout prétexter sur l'environnement. Mais quand même, tu sais que si les artistes moi je répète, Corda m'a envoyé une vidéo que je vais bientôt envoyer sur YouTube qui critique en fait l'aspect technique de ma bande dessinée alors que je lui ai donné aucune information. J'ai été dans un état de plaisir pour une fois qu'on reprenait chaque détail et qu'on essayait de se mettre dans mon processus mental. Parce que j'ai fait 30 pages en 30 jours, c'était un enfer. Il a essayé de se dire, mais vous vous rendez compte, c'est un enfer. Et j'ai été vraiment,
pour le coup, j'ai trouvé que c'était une critique, une vraie critique. C'est-à-dire qu'avant de poser un jugement, il a posé un jugement sur l'esthétique globale, et après il a essayé de se passer dans mon point de vue. Et le truc, c'est que, mais dans mon point de vue technique, je dis bien, si les artistes ne sont jamais considérés dans leurs limites ou dans leurs audaces techniques, ils vont s'affaiblir. Si on ne leur reconnaît pas dans la critique leur dimension technique, et ben ils vont délaisser la technique. C'est aussi simple que ça. Si la critique, elle n'est que sur le scénario ou l'apparence, les mecs, au bout d'un moment... Non, mais attends, là, tu confonds. Là, il y a une, comment dire, une confusion entre... Il y a des trucs qui relèvent du making of. En fait, que tu fasses un truc en 30 jours... je trouve que c'est pas intéressant pour juger l'œuvre, tu vois, c'est pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a peut-être éventuellement il y a certaines faiblesses, pourquoi est-ce que putain, mais je me fais piquer par des guêpes. Ouais, comprendre en gros les aspects techniques qui te permettent ou pas de faire ses plans, machin, mais le scénario, c'est pas, pour moi, c'est pas du tout le truc le plus intéressant dans un film, dans une BD ou dans un livre. Le scénario, je m'en fous un peu, c'est pour ça que moi je répète à tout va, spoiler si tu veux, mais je m'en fous, tu vois, je veux dire, je peux te révéler la fin, tu peux révéler toute la structure du film ou du livre, ça m'intéresse. C'est ça, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce que là, il y a une émotion qui fonctionne, et ça peut marcher. Et là, tu peux utiliser des éléments techniques, tu vois, par exemple, ok, là, tu peux parler des valeurs de plan, tu peux parler des trucs comme ça, de l'utilisation de la musique, comment est-ce que la musique est insérée dans le film, enfin, tu vois, ce genre de choses. Mais après, est-ce que il y a des détails qui sont fondamentalement intéressants? Je suis pas sûr, tu vois. Il y a des artistes en tout cas qui se lancent dans de la pure technique brute, c'est-à-dire que c'est de l'application technique. Il y en a plein, c'est l'art et essai. En cinéma, c'est à fond la caisse, l'art et essai. C'est des trucs qui n'ont pas vocation en fait à émouvoir ou à raconter une histoire, mais simplement à être des démonstrations techniques ou des tentatives, des expérimentations à proprement dit techniques. C'est pas vrai, non, ça c'est pas vrai. Enfin, là, je sais pas ce que tu appelles art et essai. Le cinéma art et essai, en général, c'est des trucs qui sont diffusés. Comment dire, c'est un label art et essai, tu vois, c'est un label qui permet à certains cinémas d'avoir des subventions s'ils diffusent tel film qui sont catalogués genre art et essai. Genre en gros c'est des films d'auteur, mais c'est pas comment dire, il y a des réalisateurs qui peuvent avoir des trucs sur la technique. Tu vas regarder Godard, il va se faire plaisir sur la technique avec sa table de montage, il va s'amuser à te faire, tu vois, des fondus d'une image sur l'autre, il va te mettre une musique de Mozart derrière. Sur le plan technique c'est très intéressant. Moi quand j'ai regardé Godard sur le plan technique, j'ai compris, je me suis attardé sur lui. Mais sur le plan émotionnel, c'est zéro. Par exemple, tu vois là. Eh ben non, moi je suis pas d'accord. Moi je suis profondément ému par Godard. Et après, tu vois, c'est pas ce que je suis ému que je vais m'intéresser à. Ok, comment est-ce qu'il fait? Et puis d'ailleurs, Godard, ce qui est vachement bien, c'est qu'il adore causer. Et donc du coup, il commente à peu près tout ce qu'il fait. Typiquement, le Soralien qui commente toutes ses œuvres, même les plus ratées. Hein. Bon après, Godard, il a pas des masses de ratés, mais ouais. Oh putain, la vache. La vache. Bon, je redonne la parole à Salman, je vais me réussir à faire un verre. C'est sur Godard parce que sinon ça va être terrible. Très bien. Donc Godard, ouais, après Godard c'est très particulier, hein, c'est conceptuel et tout. Vas-y, Sarolman, vas-y, je te laisse reprendre. Antoine, c'est très intéressant ce que tu dis, mais en tant que moi, ce qui me choque, c'est qu'en tant que critique, tu prends en compte que le produit fini et en fait, faut tout prendre en compte. C'est pour ça que être critique c'est très très dur, c'est chiant même parce qu'il faut en fait à la fois regarder le film, mais se galérer à savoir comment il a été fait, dans quelles conditions, avec quels moyens, avec quel acteur qui faisait chier sur le plateau, avec quel réalisateur qui était sous cocaïne ou je ne sais quoi. Mais c'est éléments de intéressant, moi. Mais c'est intéressant parce que ça a des influences directes sur ton produit fini. Et, vous avez vu par exemple, quand tu... Ah, le gros lézard là. Sympathique, il est mignon. L'homme de la nature. Et par exemple, savoir dans quel contexte ton produit les films, c'est hyper intéressant. Et ça te permet par exemple de comprendre pourquoi Indiana Jones et le Temple Maudit est aussi noir et aussi pessimiste. J'ai fait une vidéo là-dessus, je suis absolument pas d'accord. Pour moi, c'est inintéressant au possible. Enfin, c'est genre vraiment, en fait. Laisse-moi finir. Pourquoi le Indiana Jones et le Temple Maudit est aussi différent dans sa tonalité et aussi noir que les deux autres? C'est parce que pendant le tournage précédent de Spielberg, t'as un enfant qui est mort sur le tournage. Et en fait, le mec, il a été complètement traumatisé. Et pour exorciser son traumatisme, il te fait un film où t'as des enfants qu'il faut sauver, qui sont complètement pas manipulés. Enfin, si, ils sont manipulés. Il y a un gamin qui est carrément manipulé mentalement, les autres qui sont esclavagisés. Mais toi, t'es à fond sur les autres, hein.
Non, mais... À chaque fois, on va s'engueuler là-dessus. Toi, non, mais voilà. Non, mais attends. Super intéressant. J'essaie d'expliquer pourquoi il faut vraiment, et c'est ça qui est chiant dans l'exercice de critique, c'est qu'il faut prendre en compte tout le film, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé pendant, et le. Et là, je me place presque du côté de Antoine, parce que sérieusement, c'est. Enfin, bon, bref, intéressant. Non, mais pour moi, ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, j'en avais parlé, je sais plus laquelle c'était. Pour moi, ça, c'est de la misomusie. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire de la psychanalyse. C'était Monsieur Bobine qui avait fait ça, qui était là en train. Et je déteste Monsieur Bobine, je trouve que c'est de la merde. Le mec, il est là comme ça. Enfin, le collectif sont là en train d'essayer de se toucher, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que le temple maudit est aussi sombre. Oh là là, mais en fait, machin est en instance de divorce. Bidule était truc, bidule était machin. Oh là là. Mais en fait. Je m'en fous parce que moi le temple maudit c'est l'Indiana Jones. Alors c'est pas celui que j'aime le moins parce qu'il y a le 4 qui existe, mais je l'aime pas parce qu'en fait je trouve que je préfère nettement le 1 et nettement le 2 et nettement le 3 et je trouve que le 2 j'aime pas du tout son ambiance, son côté comme ça train fantôme. Enfin je trouve que juste ça c'est trop burlesque ça. Pour moi ça fonctionne absolument pas. Après ça fait des années que je l'ai pas vu, même si j'aime bien la séance d'introduction là où ils sont là un peu James Bond en train de se passer le poison si je me souviens bien sur la table qui tourne. Bon voilà, mais ce que je veux dire c'est que il n'y a pas ça, moi c'est à peu près ça. C'est des têtes de singes avec des cervelles. Ouais. Non, c'était avant ça. C'était avant ça. Il a raison, scène 1 à Shanghai. Oui, t'as raison. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà ça. Bon, cette scène-là, je la trouve extrêmement bien découpée. Je trouve qu'elle est très bien, mais je trouve que le reste du film, j'aime pas du tout l'ambiance et l'actrice. Je sais plus si c'était la femme de Spielberg ou pas. Je la trouve insupportable. Le coup là où justement avec les têtes de singe, elle ouvre et puis elle est là en train de crier. Bref, ça m'énerve. Ouais, le côté un peu ésotérique, moyen, ouais. Et je trouve que le surnaturel fonctionne moins bien que dans les deux autres. Enfin bref, j'aime pas ce film. Enfin, j'aime pas ce film-là. J'aime pas les détails. T'avoueras que c'est quand même récréatif. Là, par exemple, Saruman, il vient de nous balancer une anecdote. Moi, j'étais pas au courant. C'est passionnant malgré tout, ces petits détails. Oui, c'est intéressant. Si tu veux, mais est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu as besoin de ça pour apprécier ou non? Est-ce que tu as besoin? Est-ce que regarde, maintenant la question c'est simple. Moi, je le savais, mais est-ce que ça me fait plus apprécier le film? Non. Voilà. Et à partir de là, c'est ça. Si tu peux me raconter autant d'anecdotes sur le tournage que tu veux, autant d'anecdotes sur l'état d'esprit de Spielberg qui blablabla. En plus, c'est de la spéculation totale parce qu'en fait, finalement, t'en sais rien. C'est de la psychologie de comptoir où t'es là en train de spéculer sur l'état mental de quelqu'un il y a 30 ans ou 40 ans. Bon, je suis désolé, moi je trouve pas ça très intéressant. Est-ce que ça me fait plus ou moins apprécier l'œuvre? Non. Par contre, est-ce que si jamais avoir peut-être parfois des détails sur pourquoi est-ce un réalisateur a tourné cette scène-là comme ça et que j'avais pas compris parce qu'en fait il y avait une intention esthétique derrière qui pour moi ne fonctionne pas, ok ça peut être intéressant, mais est-ce que ça me fera plus apprécier le film? Non plus, parce que tout simplement moi j'ai pas l'émotion, je l'ai pas ressenti, j'ai pas vécu ce désir là d'aventure dans Indiana Jones 2 alors que je l'ai vécu dans le 1 et dans le 3. Voilà, et c'est ça, et en fait le truc c'est que tu me feras pas changer d'avis en me racontant autant d'anecdotes que tu veux sur ce film là, ça ne fera pas juger sa qualité esthétique et la qualité émotionnelle. Antoine, c'est jamais. Ah oui, Antoine. Ça change pas là pour le coup, j'ai l'impression d'avoir un adolescent face à moi. C'est-à-dire, le but, c'est pas de te faire changer d'avis. Le but, c'est pas de te faire changer d'avis. Le but, c'est que tu comprennes. Non, pas du tout. Le but, c'est que tu comprennes toi-même pourquoi tu as ressenti cette émotion de dégoût en voyant le film. C'est-à-dire, ok, j'ai pas aimé le film. Dégoût, c'est que je me suis fait un peu fiché, je crois que c'était ridicule, mais bon, voilà. Pourquoi tu l'as pas aimé? Et quand tu t'intéresses au processus de production, tu dis, ok, ce film est bizarre, il est différent des deux autres. Pourquoi je l'ai pas aimé? Ah bah tiens, il s'est passé ça, c'est peut-être ça. Après, tu peux y mettre des hypothèses et tu comprends que tu n'aimes pas ce film parce que peut-être que le réalisateur à cette époque-là ne s'aimait pas lui-même ou en tout cas était en profond mal-être et qu'il a exorcisé un truc et tu dis ok d'accord, j'ai pas aimé parce que ça et c'est tout et ça va pas plus loin. On te demande pas en fait en tant que psychologie de comptoir, c'est de la psychologie de comptoir ça. Je veux dire, ça, c'est toi, tu fais la psychologie de comptoir. Je m'en fous, tu vois. Genre, par exemple, je prends les films de Nicolas Winding Refn. Quand tu regardes Pusher 2 ou bien Valhalla Rising, tu vois qu'il y a un rapport à la paternité. Tu comprends que lui, il est devenu père, mais sans trop le vouloir. Ok, très bien. Tu sais ça sur sa vie. Mais est-ce que fondamentalement, ça a changé l'émotion esthétique que j'avais eu déjà avant en voyant le film? Non, j'adorais ces deux films-là avant de le savoir. Je les adore encore une fois après. Je veux dire, ça change rien en fait. Ça change strictement rien. Je veux pas faire une critique en invoquant la vie des artistes. Je veux dire, Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, tu lis les cahiers du cinéma ou positif ou n'importe quoi, tu as pas le détail de la vie de machin qui t'explique que oui, bon, il était un peu triste. Enfin, tout le monde s'en fout. C'est la question, c'est à une œuvre. C'est intéressant, mais ça sert à rien. Non, mais ça sert à rien pour apprécier une œuvre. Regarde, par exemple, il y a plein de films, par exemple Born to Kill. Je sais pas, tu prends le film là de Kubrick où ils mettent tous des capes là pour baiser dans tous les sens et tout. Tu peux connaître tout le background, c'est intéressant, tu vois. Mais ça me change rien à mon point de vue sur le film.
Moi, le film, c'est intéressant de s'intéresser au contexte. Hein. Voilà, c'est intéressant. Non, mais le contexte c'est intéressant. Le contexte c'est intéressant, mais ça va pas changer forcément mon avis sur comment je reçois le film en fait. Vous savez ce que c'est le contexte de Eyes Wide Shut d'ailleurs? C'est un livre en fait qui s'appelait La Nouvelle Rêvée. Ça m'a été donné en fac. Et en fait, c'est un décalqué d'un livre, d'une nouvelle, d'une jeune fille qui s'écrit à la première personne et on voit à travers ses yeux. C'était ça la tentative. Encore un truc technique en fait, qui a été réinterprété. Et moi, j'ai été très déçu de découvrir qu'en fait, dans le livre, il y a peu la question de la franc-maçonnerie ou tu sais, des sociétés secrètes, etc. Mais un petit peu quand même. Il fait que je me suis demandé si Kubrick était pas dans une esthétisation de la en fait, tu sais, on dit tout le temps Kubrick, la décadence des bourgeois, etc. Mais ça se trouve, en fait, il a rien vu du tout. Il a juste décalqué un livre, et c'est très triste pour un complotiste de se dire que ça se trouve c'est juste un délire esthétique plus que. Et puis il s'est amusé à détruire un couple. Ouais, et puis il s'est amusé à détruire un couple qui est en train de se déchirer. Enfin, c'est. Saruman, je sais que tous les deux, on est très. Là-dessus, on n'est vraiment pas d'accord. Enfin, on continuera à pas être d'accord sur la considération à l'extrême du contexte de l'œuvre. Mais au moins, bon, ça a le mérite de mettre le flanc sur la technique. On s'intéressera au contexte tant qu'on est nous-mêmes créateurs. C'est vrai que le spectateur n'a pas à connaître tous ces détails et il s'en branle. C'est ça le problème. Ça n'intéresse que nous parce qu'on crée. En fait. Il y a des réalisateurs surtout qui donnent aucun indice là-dessus. Il y a des gens, ils donnent pas d'indice, ils vont pas donner d'interview. Tu vois, genre Terrence Malick. Bon, après, on est fan, on n'aime pas. Enfin voilà. J'aime de moins en moins, mais ce que je veux dire, c'est que lui, il parle jamais, il fait aucune apparition publique. Tu sais rien de lui, ce que tu penses de son œuvre et tout. Et en fait, je veux dire, et ça change rien en fait, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé de savoir que machin il a pété et puis fait du coup s'appuyer sur le plateau. Alors du coup Brad Pitt s'est mis à rire, tu vois. Je veux dire, c'est pas, enfin je veux dire, et c'est pour ça qu'en fait il a le sourire niais sur ce truc là. Et c'est pareil, t'es pas obligé de savoir s'il fait sourire Mona Lisa pour trouver que la Joconde c'est bien ou que c'est pas bien. Antoine, c'est une anecdote. Non, Antoine, et attends, Saruman, là où je rejoins. Attends, Saruman, je te coupe, je me permets. Là où je rejoins Antoine, c'est que moi, par exemple, je crée un petit peu, etc. J'ai déjà eu ce processus et tout, voilà, machin. Et je pense qu'il le fait aussi. Mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, c'est pas un truc que les gens regardent en fait, ils s'en foutent complètement. Du coup, ils regardent un film, ils écoutent une œuvre, que ce soit une chanson, une BD, machin, mais ils vont pas essayer de savoir qui est l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait, machin. Si jamais il y a un scandale et qu'il a violé une petite gamine, ils iront plus l'auteur par dégoût. C'est dommage, peut-être, mais malheureusement, c'est ce que la majorité des gens font. Hein. Moi, je regarde des interviews d'artistes et tout, machin, parce que je trouve ça intéressant, mais c'est pas tout le monde, parce qu'il faut connaître le truc, il faut savoir de quoi on parle, faut effectivement avoir un background. Je crois que il y a une bombe à envoyer à Antoine, là, je la connais par cœur. Vas-y. Alors vas-y, la dernière bombe, et après. Après, on clôturera tout ça. Mais vas-y, la bombe de Saruman. Non, pas du tout. Je sais pas non. Mais Zéo, t'as tout à fait raison, Zéo Claude. Le spectateur n'a pas à savoir ça. Mais Antoine, dans sa position de critique qui veut éduquer les autres, t'es obligé de faire une exégèse d'un réalisateur quand tu vas le critiquer, de savoir, ou du film, comment ça a été fait pour avoir une vision la plus complète possible, si c'est possible. Et quand tu critiques le film, tu prends en compte tout le savoir, toutes les informations que tu as reçues pour critiquer le film. Et quand tu fais une critique, normalement, ce que font beaucoup d'exégèses, c'est que tu parles du film sur le plan formel, sur le fond, sur la forme, mais sur ce qui s'est passé aussi avant, pour donner des pistes de réflexion aux spectateurs, aux consommateurs, aux spectateurs qui te storytelling aussi le problème. Ça, c'est ton boulot. Non, mais attends. Il y a un truc qui est très simple, c'est que moi par exemple, lorsque ça peut être intéressant de replacer un film dans son contexte historique, d'accord, pour dire à l'époque voilà il y avait ça qui se faisait, ce que je fais quand il monte Star Wars Teddy, je dis ok bah ouais mais sauf que 5 ans avant il y avait ça qui se faisait, c'était bien plus dynamique, bien plus truc, bien voilà, tu peux remettre un peu des films dans leur contexte historique, savoir ce qui se faisait à l'époque, ça permet d'éviter de faire on appelle ça des anachronismes ou de te retrouver en fait à juger un film et dire ouais bah le film qui est maintenant la caméra elle bouge beaucoup plus et tu peux dire bah ouais mais c'est normal à l'époque tu avais des grosses caméras et puis et donc forcément ta mise en scène elle peut moins bien bouger ou voilà expliquer un développement comme ça ok si ça t'abuse mais ça changera rien finalement à ce que tu ressens ou à ce que tu ne ressens pas. Par exemple moi je sais que lorsqu'il y a plein de films du début du parlant où en fait on se retrouve avec nouveau une mise en scène
assez lourde avec plein de plans assez statiques parce que on a nouveau cette fois il faut reprendre la prise de son donc t'as les perchistes et tout, mais est-ce que c'est fondamentalement intéressant de le savoir? Je sais pas. Par contre ce qui est sûr c'est que ça a un impact sur mon appréciation de l'œuvre, et le savoir ça ne va pas changer mon impact sur l'appréciation de l'œuvre. C'est juste que cette fois ça t'intéresse, tu veux faire de l'histoire du cinéma, et ça encore une fois on est sur une anecdote purement technique, sur les moyens de l'époque, sur le contexte, éventuellement le courant artistique, sur qu'est-ce qui a pu se permettre dans enfin tu vois politiquement ou bien artistiquement, qu'est-ce qui a permis l'évolution quoi et l'évolution quoi, ok, mais par contre savoir que le réalisateur il était triste, franchement alors ça. Mais en fait, quand tu me dis ça, Antoine, j'ai l'impression du coup que t'es pas un critique, t'es juste un commentateur de film. Et allez, il le repasse. Aïe. Il veut absolument le dire. C'est ça son truc. Es-tu un commentateur, Antoine? Es-tu un commentateur ou es-tu critique? Oui. Non, c'est pas un commentateur. T'es un commentateur de film, tu n'es pas un critique. Après, il critique des films, c'est des vrais critiques. Un commentateur, pour moi, j'appelle un commentateur, je verrais les mecs, tu sais, qui prennent les films et qui racontent tout le film et qui font des blagues au fur et à mesure que le film avance, comme un commentateur de match de foot, tu vois. Non, un commentateur, c'est un mec qui voit le film et qui dit c'est bien, c'est pas bien. Et non, du coup, c'est quelqu'un qui donne son avis. Trois raisons et qui prend pas en compte tout le reste qui a amené à la création du film. Non, mais ça, du coup, tu t'amuses à prendre un mot, à changer. Regarde, moi j'ai un exemple. Moi j'ai été voir Top Gun 2. Comment ça? Soumets-toi. Non mais j'ai été voir Top Gun 2. Bon, j'ai dit au public, je suis désolé public, pour ceux qui ont bien aimé, moi je trouvais que c'était à chier. Alors c'est très bien pour les prises de plan aériennes et tout, alors l'historique du truc c'est très bien, c'est intéressant, et puis il y a toute l'histoire des acteurs, machin, très bien, il y en a un qui est malade en plus, qui a tourné dedans, génial. Tu vois, on m'a tout expliqué pour que j'aime le film, mais c'est du storytelling, tu vois, et quelque part le storytelling, c'est du foutage de gueule quoi. Vas-y, pardon. Antoine, non, mais là, je suis d'accord. En fait, j'adore Top Gun 2, donc il n'y a pas de. Mais oui, je suis d'accord avec le truc avec Val Kilmer. Moi, je suis désolé, il y en a qui sont là, oh, j'ai la larme à l'œil parce qu'en fait, il est vraiment mourant et tout. On a recomposé sa voix. Oui, je suis d'accord, c'est du storytelling. Ah, oui. Et Tom Cruise, en fait, il en joue quand il est là en train de faire les cascades lui-même, quand il montre dans la. Mais non, mais là, vous avez vu toute l'image là, pour Mission Impossible, il est sur son biplan, et puis là, il fait bouh. Et puis les gens, ils sont là, oh là là, c'est trop bien qu'elle mette Tom Cruise. Ou bien dans Mission Impossible 6 dans la promotion, quand le mec il vient, il saute et il se casse la jambe, et puis c'est la première image de Mission Impossible 6 qu'on montre, c'est là, c'est Tom Cruise qui se casse la jambe, et le plan a été gardé au montage du film. C'est du storytelling. Mais en vrai, moi j'ai vu Mission Impossible 6, j'ai trouvé ça très bien. Je me suis pas dit oh là là, c'est le plan où il se casse la jambe. J'en avais strictement rien à péter. Je m'en branle totalement. Et en fait, le truc, c'est ça le problème. C'est ça, et c'est pareil, les gens qui sont là, oh, Aragorn dans les 2 tours, oh, ce plan où en fait Viggo Mortensen il tape, en fait, il se casse vraiment le pied, et du coup le cri c'est vraiment le cri de l'acteur, on s'en fout. Là, si tu parles d'anecdote, on parle pas de processus de création là. Après, si, c'est toi la même chose avec ton histoire de Steven Spielberg, tu fais sa psychanalyse, c'est la même chose, c'est une anecdote, tu ressors ça en soirée, oh là là, mais est-ce que c'est une analyse esthétique profonde du film? Non, c'est rien. Ça rentre pas sur la direction artistique, ça impacte pas forcément. Encore, ce serait un truc qui impacterait directement. Je suis hyper ambigu par rapport à ça, parce que je suis à la fois d'accord pour un génocide, parce que je m'engueule souvent avec Saruman là-dessus, et en même temps je suis quand même d'accord que ce que vient de dire Saruman, ça éclaire le film, ça donne envie de le revoir. Ça n'empêche que c'est quand même intéressant et que c'est à prendre en compte peut-être par un professionnel. Quand c'est du lore, quoi. Cinéma, c'est dommage de laisser ça de côté. En gros, c'est du lore. C'est juste du lore. C'est comme Dark Souls. Peut-être ou pas, j'en sais rien. Ça dépend de qui le reçoit, l'information. En fait, non, ça dépend de qui reçoit l'information. Je sais pas. Franchement, je suis ambigu par rapport à ça. Mais je sais que tu as envie de kick Saruman. Parce que moi, j'aime bien le lore, hein, tu vois. J'adore le lore, mais je sais que ça sert à rien. Je voulais te titiller parce que je sais qu'on s'engueule tout le temps au cinéma, donc je voulais t'envoyer dans la bête. On en reparle demain. Et il a entraîné notre cher Antoine. Ce que je veux dire, c'est que le commentateur, c'est trop facile de prendre un mot et de le faire dire autre chose de ce qu'il veut dire pour dire finalement t'es un commentateur, tu vois. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est pas être un critique, c'est pas s'amuser à chercher. Déjà, je prétends pas être un critique, hein, mais tu vois, c'est chercher à s'amuser, à savoir comment s'est passé le tournage et tout. Pour moi, c'est un truc qui va dans la revue actualité, dans une mauvaise revue de cinéma genre Première, et on s'en fout. Tu vois, je veux dire, c'est pas un truc qui est à un moment donné esthétiquement intéressant. La raison pour laquelle le réalisateur a voulu faire ça, ok, m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse, c'est éventuellement, c'est comment est-ce qu'il a fait pour réussir à procurer cette émotion là chez moi, et le reste m'intéresse très peu en fait. C'est moi, le but, c'est quelle émotion j'obtiens et pourquoi est-ce que je l'obtiens.
Voilà. Ouais, mais ça c'est encore une fois, j'entends. Et en fait, regarde Saruman, il y a un commentaire qui est très juste, c'est en gros le lore, hein, tout ce qui est le background de comment s'est fait le film, le processus, même le processus de création, ça intéresse les gens qui aiment l'œuvre de base souvent. Ou sinon, tu vas regarder ça parce que ça peut t'intéresser, mais tu te dis ouais, ça a l'air nul, mais je vais peut-être voir comment ça s'est fait pour essayer de me donner des arguments pour aller le voir. Tu vois, moi c'est un peu ça, c'est genre, par exemple, le film, comment ça s'appelle, Doctor Strange 2, je l'ai pas vu. Mais comme c'est Sam Raimi et qu'on m'a expliqué que bon voilà, il y a un peu de contexte pour m'expliquer qu'il peut pas faire ce qu'il veut, j'ai fait allez, peut-être que je vais accepter de regarder, ça sera nul. Si s'intéresse aux anecdotes, il y a ceux qui ont adoré le film, donc qui ont été touchés comme dit Anna Genocide. D'abord t'es touché, après tu cherches, ou ah c'est marrant cette anecdote, donc je vais voir. Oui d'accord, c'est vrai que oui, mais c'est pas mais ça c'est pas un jugement esthétique sur l'œuvre, c'est n'importe aucun jugement esthétique sur l'œuvre. Non, c'est juste pour te donner des arguments, de te dire bon, est-ce que je vais accepter de regarder ça, même s'il y a des choses qui vont pas me plaire, parce que voilà. C'est en gros ça te permet au pire de dire peut-être. L'anecdote un peu rigolote, ça peut te permettre de envie de voir un film, tu vois, comme il s'appelle le film The Crow ou je sais pas quoi, avec le fils de Bruce Lee qui se fait buter. Bon, je l'ai pas vu le film, mais tu vois, c'est le genre d'anecdote, tu dis ah bah tiens, j'ai envie de voir le film dans lequel le fils de Bruce Lee se fait buter pour de vrai, tu vois, où il y a vraiment l'acteur qui est mort, t'as envie de te dire t'as un peu un petit t'as envie d'aller regarder. Bon, je l'ai pas fait, mais voilà, c'est un autre truc, ok, mais est-ce que ça va faire en sorte que je vais pleurer ou pas? Et ça en fait c'est une vraie question, parce que il y avait, vous connaissez le film Cinéman qui est pas très bien, réalisé par Yann Moix? Non, ça me parle, mais je l'ai pas vu. Je l'ai vu une fois. Je connais le nom, mais je l'ai pas vu. Et du coup, en fait, dedans, il y a une actrice, en fait, qui s'est suicidée juste après le film. D'accord, c'est son dernier film, elle s'est suicidée juste après. Et il y avait une émission qui s'appelait enfin, je dis toujours, je crois, qui s'appelle Le Cercle, avec Frédéric Becbédé qui présentait. Et en fait, lui, il était là en train d'essayer. Lui, il avait bien aimé Cinéman, enfin, il n'avait pas détesté autant que les autres. Et puis, il expliquait, il fait oui, mais moi, je trouve ça touchant et tout. Parce qu'en fait, cette actrice-là, sachant que le Cinéman, c'est un mec qui rentre dans les films, il dit, en fait, cette actrice-là, finalement, elle dispute au cinéma. Donc, en fait, c'est un peu touchant de voir, comment il s'appelle, l'autre débile, là, Franck Dubosc, rentrer dans les films et voir la femme qu'il aime, mais elle est vraiment juste au cinéma, tu vois, ça faisait écho avec la vraie vie et tout. Sauf que, ok, mais c'était pas, enfin, je veux dire. En fait, ça a marché sur BD, mais tu vois, c'est un truc complètement bizarre. Mais du scénario et de la mise en scène, etc. quoi. C'est pas pour ça que les Français doivent aller ça dit rien du tout. Et puis en fait, la plupart des gens s'en foutent. La plupart des gens ne. C'est ça. Et c'est vraiment un mec qui, particulièrement dans sa tête, s'est dit ça. Mais je veux dire, c'est pas du tout l'intention du réalisateur. C'est l'intention de personne, ce truc-là. Donc voilà, je trouve que c'est un peu, tu vois, c'est une surinterprétation d'un truc, mais ça n'apporte rien. À part pour les créateurs, moi j'en finirai là-dessus. Hein. À part pour les autres créateurs qui eux vont trouver dans ces anecdotes. Oui, peut-être, non, mais après, là où je peux comprendre, c'est que toi tu as des intentions de créer, tu peux regarder comment les autres ils créent, comment est-ce qu'ils font pour transformer les faiblesses en force, comment est-ce qu'ils font pour gérer des trucs. Mais tu vois, genre par exemple, si tu regardes, c'est quoi le film, c'est Aduire de Werner Herzog, dans lequel il y a Klaus Kinski. Je sais pas qui c'est Klaus Kinski, c'est un Allemand, il était fou. Et du coup, à un moment donné, Werner Herzog, il prend un flingue et puis il le menace avec un fusil. Il lui dit non, mais c'est bon, maintenant tu vas tourner ta scène ou je sais pas quoi. Et puis parce que l'autre il voulait pas tourner. Et puis l'autre il se met à crier Polizei, Polizei au milieu de la forêt alors qu'il n'y a pas de village à plus de 250 km. Bon, l'anecdote elle est marrante. Ça peut peut-être te donner envie de voir le film. Est-ce que le fait que Klaus Kinski était complètement taré sur le tournage, est-ce que ça t'aide à comprendre Werner Herzog, le film? Non, pas trop, parce qu'en fait, comment dire, la folie transparaît déjà à l'écran par la mise en scène, par le jeu des personnages. T'as pas besoin d'une anecdote en plus pour comprendre le film, pour comprendre son intérêt, pour comprendre ce qui a voulu être fait. Si t'as besoin d'une anecdote pour comprendre ce qui a voulu être fait, bon bah c'est pas terrible quoi. Très bien. Alors bon, vous laisser, je pense qu'on va. Je vais te laisser. Il y a des mecs qui disent qu'on tourne en rond. Ouais, justement, on va conclure. Mais on va conclure. Non, mais on va conclure parce qu'il est déjà tard malheureusement. Et moi, je dois faire encore plein de préparations pour les vacances. Je vous mets encore plein de rediffs. Mais effectivement, on va conclure. Alors, par contre, ce que je vois, c'est que finalement, entre Teddy et Antoine, qui sont un peu, alors comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai un papa ici, donc Teddy Boy, qui m'a dit va sur YouTube, c'est bien et tout, et j'y suis allé, grâce à lui je suis là. Et j'ai aussi un grand frère, c'est-à-dire Antoine, qui est déjà venu me porter chance ici en disant vas-y t'inquiète, je vais dire dans l'interview, je sais pas ce que je fous là, mais c'est pas grave, et il est revenu plein de fois. Donc, et ils s'entendent bien finalement. Après un grand drama. C'est évident, il y a que les trolls de chez AG qui comprennent pas. Quand j'ai envoyé le commentaire, bon, c'était rigolo. En fait, il m'a épargné déjà dans sa critique, et en plus, je l'ai attaqué en premier, donc c'est complètement logique. Il y a que ces enculés de spectateurs débiles qui m'ont emmerdé sous mon commentaire pour pas comprendre
qu'il a été sympa avec moi et que j'ai pas pris de PLS, bordel de merde, je n'ai pas pris de PLS. C'est un jeu de scène, putain de ta mère, va. Putain, les mecs, ils sont complètement tarés, tes mecs. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui prennent des fois trop au sérieux certaines choses. Non, mais de toute façon, faut bien imaginer que sur Internet, tu peux trouver tout et n'importe quoi. Tu peux trouver le mec qui est docteur en je sais pas quoi, et tu peux trouver le mec qui est déscolarisé depuis ses 8 ans. Enfin, tu vois, tu peux trouver l'immigré roumain qui parle pas français. Enfin, il y a tout. Et du coup, tu peux avoir toutes sortes de réactions. Tu vois, tu peux pas te. En fait, le truc, c'est que tu peux pas te prémunir de tous les comportements débiles et tu peux pas te prémunir. En fait, tu peux rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas te prémunir de tout parce que il y a 1000 façons de recevoir le truc. Même si t'es extrêmement précautionneux, extrêmement gentil avec les gens, il y a toujours des gens qui vont venir. Ouais, il n'y a pas 1000 façons de recevoir le truc. Hein. Droit tardé. Non, mais non, pardon. Recevoir la vidéo, recevoir ma vidéo. Je parle pas de recevoir le commentaire. Oui, non, mais c'est sûr que. Ah bah ils ont reçu la vidéo, ils l'ont reçu d'une seule et même manière. Droit tardé. Droit tardé, PLS. Je pense qu'il le savait. Non, je pense qu'Antoine devait se dire bon. Bien sûr qu'il le savait. Non, parce que je me dis, il y a un peu de culpabilité dans sa comédie. Il a pas envie de te tacler fort, quoi. Sur la gueule. Je vais pas te taper fort, quoi, tu vois. Bah oui, il va pas taper fort. Ton armée, va falloir la discipliner au bâton, là, comme tu fais. Parce que, au goulag. Alors, non, on va donc conclure. Et alors, Antoine, du coup, est-ce que tu es content d'avoir retrouvé Teddy? Parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas parlé en live, en vrai. Très longtemps qu'on s'est pas parlé de tout court. Ouais, ouais, c'est vrai. 5 ans. 5 ans. Mais non. Ouais. Mais non, ça fait la dernière fois. Il y a 5 ans. Non, mais on avait fait le truc avec la tronche en biais là. Ah oui, c'est vrai. La discussion. Donc ça fait 2 ans. Ouais. 2 ans. Non, ça fait plus que 2 ans. 3 ans, je dirais. 3 ans, moi. 3 ans, ouais. 4 ans peut-être. Je sais pas. J'allais à Lyon à cette époque-là. 3 ans peut-être. Ouais. Avec tuer les blancs et tu. C'était bien. Je pense qu'elle a une petite avant la fin. Allez, une petite avant la fin. Vas-y. Le temps. Depuis tout à l'heure, je vous entends en fait, et je me dis en fait en tant que spectateur lambda en fait qui prend, je suis pas si fan de cinéma que ça, et du coup quand je vais lire une critique, je vais attendre en fait une critique de l'œuvre finale. Si ça m'intéresse, là je vais aller regarder les anecdotes. D'ailleurs, j'ai des films où j'ai des livres, où j'ai des trucs. C'est une question ou c'est une anecdote aussi personnelle du coup? C'est pas une anecdote. D'accord, vas-y, ok. Et en fait, moi, ce que j'ai l'impression de voir là, c'est vraiment un mélange entre la critique légitime et une certaine idéologie qui tend à dire tel acteur ou tel scénariste aurait fait ci ou cela, donc au final il faut dénigrer l'œuvre parce que ce comportement n'est pas vertueux, et en fait c'est ce mélange en fait qui est assez malsain, qui n'a pas lieu d'être. Je veux dire, quand on analyse une œuvre, on analyse l'œuvre, sinon autrement tu analyses l'œuvre, la vie de l'artiste, et c'est deux choses complètement différentes. Là en fait Anal qui est en train de justement de vouloir te donner des points de morale en critiquant les autres, en disant ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait, regardez moi je fais bien parce que je balance l'information. Non, moi je veux dire, ça n'a rien à voir, on critique l'œuvre, en bas. Et d'ailleurs, avant que tu partes, Antoine, t'as pas répondu dans ta vidéo en quoi Chihiro est un film d'ado. T'as pas répondu. Mais c'est un film d'adolescent, parce que simplement c'est un film qu'on aime quand on est adolescent. Mais déjà, j'ai pas dit que c'était un film d'ado, j'ai dit que tu as des d'adolescent. Si tu fais un bingo, si tu remplis une ligne ou une colonne, mais Chihiro, on est d'accord que c'est. Non, mais on est d'accord que Chihiro, c'est un film que tu peux regarder à 12 ans. Pourquoi? Parce qu'il est accessible, il est accessible enfant. Mononoke est moins accessible, il est plus dur, plus violent. Non, mais... même le. Chihiro, c'est quand même pas mal avec le monstre sans visage là, qui dévore tout. Bon, non mais Chihiro, le truc c'est que c'est un film que tu aimes, que tu peux aimer lorsque t'es gamin. Et donc du coup la question, pourquoi? En quoi? Attends, tu me poses la question, en quoi est-ce qu'on peut aimer Chihiro lorsqu'on est enfant? Oui, non mais et tous les films de Ghibli sont appréciables pour les enfants parce qu'ils sont conçus pour les enfants. En quoi Chihiro rentre dans la liste, et pas Mononoke par exemple? J'aurais pu mettre Mononoke, mais juste je sais que Chihiro c'est l'un des plus aimés, et donc du coup j'ai mis Chihiro, mais j'aurais pu mettre Mononoke, j'aurais pu mettre Totoro, j'aurais pu mettre Ponyo, mais non, Ponyo il était un peu moins aimé, mais j'aurais pu mettre Totoro, tu vois. Le tombeau des Donc c'est parce que ça a fait un succès au box-office en fait. Et le tombeau des Lucioles? Mais non.
Non, c'est pas ça, c'est qu'en général, quand tu parles avec les gens, comment dire, toi tu as dit que, comment dire, tu regardes leur top de films préférés, il y a plus souvent Chihiro qui revient que d'autres, et du coup j'ai mis Chihiro, mais c'est tout. C'est un esprit de contradiction que t'as mis Chihiro. Mais non, mais regarde, j'ai fait la liste des films qui reviennent le plus lorsque tu découvres le cinéma. J'ai mis les films qui reviennent le plus, c'est tout. C'est pas une contradiction, c'est parce que les gens ont tendance à aimer, tu as voulu les faire chier. Mais non, mais je comprends pas ce que tu arrives à ne pas comprendre. C'est très simple. Je mets des films que des gens qui ont, je sais pas, entre 15 et 18 ans, qui commencent à aimer un peu le cinéma, aiment. C'est pas un esprit de contradiction, c'est... Allez, on va dire c'est factuel, tu vois, j'aurais pu mettre les Évadés, j'aurais pu mettre Requiem for a Dream, j'aurais peut-être pu mettre Las Vegas Parano, des trucs comme ça, tu vois, ou Trainspotting, ou je sais pas quoi. T'as mis que des films où t'étais sûr que les mecs allaient s'énerver pour faire du retweet. Mais oui, mais attends, regarde, le truc c'est que je retweet un mec qui a fait une liste de films, donc j'ai repris des films qui étaient dans leur liste, et encore j'ai pas mis American Psycho, alors que j'aurais pu le mettre aussi. Mais oui, le but c'est de dire ok, bah t'aimes ces films là, c'est très bien. Bon, enfin il y a certains, c'est comme la majorité des gens aiment ces films, oui forcément c'était une manière. C'est ça, la majorité des gens aiment ces films, et ma question c'est pas est-ce que tu les aimes ou pas, la question c'est est-ce que dans tes films préférés, genre si je te demande de choisir 10 ou 20 films préférés, est-ce qu'ils sont dedans? Tu vois, et si jamais dans tes 20 films préférés, tu as American Psycho, Requiem for a Dream, Le Parrain, Scarface, Les Affranchis, Chihiro, Taxi Driver et Raging Bull et je sais pas quoi, bon je vais dire ok, bah il serait peut-être temps d'aller voir autre chose. Ça veut pas dire que les films cités sont pas bien, même s'il y en a qui sont un peu nuls. Publicitaire pour dire venez vers moi. Et bah exactement. Exactement. Allez, j'ai raison de te cacher là-dessus, arrête, j'ai gagné. Vous avez raison de te cacher là-dessus. T'as fait un film tactique. Allez. Mais oui, mais non, mais attends, mais évidemment, si jamais je fais, si vous allez dans vos films préférés et je mets des films obscurs que personne n'a vu, ça marche pas. Eh oui, ça marche pas. Et donc, du coup, t'as juste mis des classiques en fait, c'est pour ça. Bah, j'ai mis des classiques, qui étaient aimés globalement au début de ta cinéphilie. Tu vois, j'ai pas mis des films que tu vas peut-être découvrir un peu plus tard, genre par exemple Voyage à Tokyo, c'est un classique, mais je l'ai pas mis parce que quand tu découvres le cinéma à 15 ans, tu regardes pas directement Voyage à Tokyo ou bien le Tango de Satan. Tu vas regarder d'autres trucs. Tu vas regarder Le Parrain, tu vas regarder Scorsese, tu vas regarder, je sais pas, des Sergio Leone. J'aurais pu mettre Il était une fois dans l'Ouest. J'adore Il était une fois dans l'Ouest. J'aurais pu le mettre dedans. La question c'est est-ce que tu t'es limité à Il était une fois dans l'Ouest, dans le western, ou est-ce que tu allais voir autre chose? Non, moi ce qui m'a énervé c'est Chihiro, d'accord? Ouais, j'ai compris Chihiro. J'ai compris que c'était Chihiro. Ah oui, mais je pense que t'as pas compris le truc en fait. T'as pas compris de Chihiro, bah, c'est parce que tout simplement quand t'es ado, t'aimes bien Chihiro. Moi je t'ai dit, j'adorais Château dans le ciel. Je voulais juste finir avec le troll pour offrir le petit extrait Twitter à. Non, là je pense qu'en vrai, c'est une belle discussion. C'est une belle discussion, une belle retrouvaille. Et je pense que bon, on tombe d'accord en fait que oui, en gros Gilby c'est accessible des 7 à 77 ans, ça reste des belles œuvres, mais c'est pas la quintessence de ce qu'on va trouver dans les films d'animation si on veut chercher des trucs incroyables, etc. Si, non, mais il y a des belles choses, mais quand je dis c'est un peu la quintessence quand même. Oui, d'accord, c'est vrai, c'est très bien, ça dépend lesquels, mais tu vois, quand tu prends, on s'appelle le film de Takahata, la princesse Kaguya, je sais pas quoi, quand tu prends ça, que tu prends Mononoke ou je sais pas quoi, enfin si, ça peut être la quintessence du film d'animation. C'est pas un souci avec ça. Il y a d'autres films d'animation que, comme dit, que je vais peut-être préférer. Et encore, tu vois, mais c'est juste, enfin, il faut juste pas regarder que ça. Si tu regardes que ça, à un moment donné, t'es quand même un peu limité. Si le seul film que tu connais, le truc de film d'animation que tu connais, c'est Ghibli, je disais, t'es quand même un peu limité dans une certaine façon de faire du cinéma bien calibré, tu vois, parce que c'est pas eux qui vont te faire des trucs un peu olé olé avec des nichons et tout. Ça c'est sûr. En tout cas, je vais manquer un truc. Ouais, les nichons, on y revient aux femmes qui découvrent leur sexualité, mais comme avec des vieux. Là, on se reclassera à ce sujet-là. On soulèvera la question des jeunes qui découvrent leur sexualité avec des vieux hommes, bien entendu. C'était très drôle. Moi, je trouve que votre obsession est quand même assez malsaine sur les jeunes filles. Arrête, moi qui t'ai dit. Miroir. C'est miroir. C'est miroir là. Arrête. Non, attends, cite-moi une vidéo que j'ai faite sur une fille. Et chiche et les filles qui twerk là. Mais non, attends, déjà Keshish. Déjà Keshish, il y a peut-être la vie d'Adèle où elle découvre la sexualité. Il y a des nanas à poil avec deux mecs dans un lit là, je sais pas quoi là. Les valseuses. Les valseuses. Non, mais l'équivalent des valseuses, une nana toute nue, elle se met sur un lit avec deux mecs là.
Bon, il y a tellement de films comme ça. Que... La femme, et puis pareil, un truc avec. Ils étaient sur la plage. J'arrive. À un moment, c'est caméra à épaule, ils sont sur la plage et elle découvre sa sexualité, elle fait son premier baiser. T'as fait tout un truc autour de ça. C'était. À vous que Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles, mais. Je sais plus. Une fille qui sur la plage fait son premier baiser avec une caméra à l'épaule. Bah, je sais pas, ils rentrent dans une bagnole, ils vont. Elle découvre ses premiers baisers, je sais pas quoi. Bref, je laisserai Internet juger. Dans une bagnole. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, ça t'avouera. Et il est parti, notre autre. Il s'est barré. Il s'est vraiment barré, le mec. Géopio, il s'est barré. Il s'est vraiment barré, on est tous les deux là. C'est le moment de montrer tout vite pour faire sauter sa chaîne. On est encore en direct. Attention, il y a encore des modos, hein, faites gaffe. Hein. Alors, je voulais aborder la question de les chambres à air. Non, mais de toute façon, on est en direct ou pas ? J'avoue que j'ai vachement spéculé sur toi là, à ce sujet-là. Je me suis dit, vas-y, c'était une vanne en fait. Mais c'est vrai que il y a quand même l'impression, je suis allé fouiller, j'ai l'impression que c'est un de tes kinks, comme ils disent là, les jeunes là maintenant. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ton king, c'est ton fétiche. Les petites ton petit fétiche. Fétiche sexuel, façon de parler. Non, mais moi j'aime bien les histoires d'amour, j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai pas de truc sur les filles qui découvrent leur sexualité. Enfin, et encore une fois, c'est plus, en fait, limite, c'est plus sur les garçons qui vont justement découvrir peut-être leur sexualité, parce que du coup, c'est à ça que je vais m'identifier, tu vois. Enfin, mais je sais pas, franchement, à part la vie d'Adèle. Enfin, je sais pas, enfin, tu vois, genre, c'est pas mon délire, tu vois. Enfin, j'aime bien l'histoire d'amour, ouais. Bah, l'histoire d'amour. Hein ? J'aime bien l'histoire d'amour, je le cache, mais. Mais non, mais l'histoire d'amour, particulièrement lorsqu'elles sont dysfonctionnelles, tu vois, lorsque ça marche pas, lorsque les gens ils s'aiment, mais en fait ils arrivent pas à se le dire parce qu'ils sont trop médiocres, ce genre de trucs, tu vois, comme tout ça, que Made to My Love, je trouve ça vachement bien, tu vois, parce que c'est assez réaliste dans sa manière d'être, les personnages d'être fondamentalement médiocres, tu vois, entre celles qui vont se comporter comme des salopes, celles qui vont pas oser dire les trucs, celui là qui en fait qui est là comme ça, qui est là avec le regard béat et qui ose rien faire, et puis le mec qui ose y aller, mais en fait c'est un gros clotard qui est prêt à baiser avec n'importe qui, tu vois, je trouve qu'il y a un côté en plus dans un film de vacances, et bah ouais, je trouve ça marche vachement bien. Bah, j'ai fait des années de colo, pendant 10 années de colo, tu vois ça avec les animateurs, il y en a forcément un tu vois, où les animateurs, tu vois l'animateur qui est un peu, tu vois, beau gosse, il se tape telle animatrice le lundi, telle autre le mardi et tout, etc. Et tu vois le couple comme ça qui se tourne autour pendant 150 ans, tu vois, enfin tu vois, il y a ce genre de trucs, je trouve ça fonctionne bien parce que les mécaniques sociales, oui, qui sont bien décrites et qui sont... bah, c'est vrai que c'est des films assez naturalistes qui montrent justement comment fonctionne. Enfin, c'est vrai que c'est des films qui sont assez intéressants, attrayants, et on retrouve peu ça aux États-Unis par exemple, c'est moins leur façon de faire. C'est très, je trouve très européen là pour le coup. Bah oui, mais non, mais oui, parce qu'en fait déjà aux États-Unis ils ont pas de vacances comme nous, donc du coup leurs films de vacances c'est des films de spring break. Ah, voilà. Ils sont ensemble dans des clubs là, semi-maçonniques, là c'est rigolo. Non, mais ouais, le film de vacances c'est quand même un truc très français. Après les Américains, je trouve qu'ils ont quand même un vrai problème avec le fait de représenter la jeunesse, l'adolescence. On sent quand même que c'est des trucs où t'as des adultes qui essayent d'écrire des dialogues pour des enfants et que ça marche pas, que en fait les dialogues, les enfants ils s'expriment comme des vieux de 70 ans et tu te dis mais en fait j'y crois pas une seule seconde. Ouais, tu t'identifies pas. Non, mais c'est même pas que je m'identifiie pas, ça me semble juste pas crédible. Je travaille avec des gamins, et si je vois un gamin de 15 ans qui parle comme un vieux, et ben je me dis, bah non, en fait, j'y crois pas. Enfin, je veux dire, personne parle comme ça à son âge. C'est bon, arrête. Enfin, tu vois, je veux dire. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu as dans les films des filles qui vont glousser, tu vois, comme des adolescents de 14 ans, et là tu te dis ok, le réalisateur il a compris ce que c'est que d'être jeune et d'être con, c'est tu glousses, tu vois, comme ça tu te marres en groupe avec les copines, et t'es moche, t'as des boutons plein la gueule, et je trouve que ça marche fondamentalement bien. C'est un génie là-dessus, il a fait un boulot gigantesque. Sur moi, les beaux gosses, je trouve que c'est pas du tout naturaliste ça pour le coup, mais je trouve que les beaux gosses, son film est génial. C'est excellent, c'est un génie. On pourra vous entendez, ouais. Je voulais, avant de redonner par à Claude pour qu'il nous dégage, il faut savoir qu'il y a eu quand même 1023 votes alors qu'on est que 500 spectateurs sur son YouTube. On est monté à 700. Ouais. Antoine Goya, vive le génocide, 57%. Sinon c'était vive le roi. 43%. J'ai réussi à garder ma dignité. Et oui, non, bien, et un beau vote quand même. Et après, voilà, vive le roi. J'ai rien compris. Alors qui gagnera? Il a fait un sondage sur YouTube. Où en fait il nous oppose. Donc, est-ce que vous êtes Antoine Goya ou James Boy et donc tu as 56%. Donc tu es. C'est tout. C'est nul.
Bah, c'est parce que j'ai réussi à garder ma dignité. C'est l'interactivité, c'est normal, c'est fait pour ça, c'est l'interactivité, Antoine. Ne critique pas nos plateformes. 1000 votes. Voilà, eh ben oui, parce qu'il y a du monde qui passe en fait. Et puis après sur Twitch, on est encore bien 300, on est encore 244 sur Twitch. Et effectivement 560 sur YouTube actuellement à peu près. Donc ça va, c'est cool. Bah, enfin, je suis plutôt content, une belle discussion, j'ai appris des trucs aussi un petit peu sur les perceptions. Donc non mais je savais que ça allait être tranquille. Ah, on a Antoine qui est d'ailleurs sous effectivement de belles plantes. Eh bien, moi je suis content voilà, d'avoir pu faire se retrouver deux personnes depuis des années qui n'avaient pu se parler directement et se sont clashées récemment. On retrouve Teddy Boy prochainement. Alors du coup on m'a demandé tout à l'heure, est-ce qu'on peut racheter ta BD? Comment on fait pour se fournir? Comment ça se passe? En fait là je vais faire un live mardi exactement pour promouvoir un ami et annoncer que j'arrête les lives pendant 2 mois parce que en fait il faut que j'ai 180 j'ai 180 pages d'illustration à faire. Là, je suis passé à 3 par jour, il faut que je passe à 6 par jour pour finir mon jeu de rôle pour novembre ou octobre. Donc il faut que je fasse 180 pages d'illustration. Page, ça veut pas dire le nombre d'illus. Donc en fait, là, j'arrête Internet. Donc en fait, mardi, c'est le dernier, c'est l'adieu. Avant 2 mois d'illustration, je crois que je fais un bon travail. En tout cas, je fais en sorte de le faire correctement. J'ai pas le temps non plus de peaufiner. Je vais vous fournir le meilleur jeu de rôle du monde, réellement du monde, avec des illustrations qui vont avec, 180 pages d'illustrations sur 360 pages. Théoriquement, on se retrouve en octobre-novembre, le jour de la sortie du jeu de rôle. Et là, je reprends les actus sur 20. Mais là, malheureusement, je vais devoir faire un petit au revoir mardi, parce que j'ai essayé de concilier les deux, ce sera pas possible. Ouais. Donc là, je privilégie cette fois-ci, pour pas me retrouver dans la même situation qu'en attendant le goulag, je privilégie le 100% dessin. Et j'abandonne Internet. C'est pour ça que là, ça tombe au mauvais moment, le clash. Donc c'est bien que je puisse le régler à cet endroit-là et pas sur ma chaîne ou autre. Je suis obligé de repasser en plein temps dessin. Voilà, pour mon actu. Et ce coup-ci, en espérant que ça puisse aboutir totalement, et comme ça... Bon. Ah bah oui. Et attends, ça répond pas à la question du coup. Est-ce que les gens peuvent s'acheter encore tes BD justement qui étaient, Non, ils peuvent pas. Il faudra attendre décembre pour la réédition, décembre ou janvier pour la réédition du livre avec Kitsune. Et on va essayer de monter cette fois-ci une structure éditoriale pour ne pas faire des coups dans le vent et arrêter de vendre, tu sais, des exemplaires par-ci par-là qui nous permettent de vivre pendant 6 mois et après de crever la dalle. Tu vois. Oui, c'est pas une économie. Moi, concrètement, en gros, je sais que je paye mon loyer jusqu'en novembre et après, je sais pas du tout comment je bouffe. Je ne sais pas si je vends mes meubles ou quoi. Tu vois. Donc là, ça suffit, cette économie-là. J'ai l'espoir que pour une fois, on arrive à poser les premières pierres d'une maison d'édition juste qui nous permettent de payer nos loyers. Donc on va essayer de... Voilà, tout ce qui est à acheter, ça sera à partir de novembre, on va dire ça comme ça. D'accord. Si vous voulez nous soutenir, évidemment. Donc on te retrouvera à partir de novembre, et si jamais vous voulez soutenir Teddy Boy, allez sur sa chaîne, vous verrez un peu tous les trucs pour soutenir, essayer de... Voilà, crowdfunding, je sais pas si ça continue... Ça continue? Bah là, non, bah en gros, après, il y a pas le Tipeee, il y a le Patreon, etc. Mais en soi, notre économie de survie, elle va démarrer en novembre. Ce sera le public qui va décider si on va bouffer notre merde ou si on va réussir à s'en sortir. Voilà, en gros, moi, j'ai fait un énorme pari. Là, ça fait 2 ans que je suis à mes frais, pour être concret. Donc, quand bien même je ferai je ne sais combien de milliers d'euros, ça remboursera toujours pas ce que j'ai investi dans mon jeu de rôle. C'est pas grave. L'important, c'est on verra si j'arrive à payer mon loyer ou si je rentre chez ma mère. Ok, bon, on verra tout ça en espérant que tu pourras payer le loyer quand même pour Minou et tout, parce que c'est compliqué avec la belle-mère. Et toi, Antoine, ton livre, tu sors rien? Non? Non. Non. Bah, c'est malin, tiens. Il serait temps, hein, faire de l'argent maintenant que t'as une grosse chaîne, hein. T'es influenceur? Bah non, mais moi mon but c'est pas de vous prendre vos sous. Je sais très bien. Non mais en tous les cas, merci Antoine d'être venu encore une fois. Merci à Teddy encore une fois d'être venu. Voilà, on te retrouve au mois de novembre, Teddy. Antoine au prochain, voilà, on verra quand. Ouais, ça risque de pas être tout de suite avec les la rentrée. Je comprends bien. si ça vous intéresse ou pas. Du coup, en octobre, je serai au Club de l'Étoile du coup pour présenter pendant un week-end entier là pour présenter une dizaine de films. Ah. Donc voilà, on va mettre les places en vente. Je sais pas quand. Début octobre bientôt peut-être. Mi-octobre ou fin octobre, le 28, 29, 30. Voilà. Ok. Et je sais qu'ils vont vouloir si donc faut que je vois. Il faut que ça soit complet. Hein, ok. Bah je verrai aussi de mon côté parce que je dois aller à Paris donc en octobre aussi donc je sais pas quand. Ok. Bah quand le 10 octobre? Non, le fin octobre. Le 28, 29, 30. Voilà, 28, 29, 30. Place de l'Étoile. Juste avant la Toussaint. D'accord. Parfait. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Dieu Claude. Désolé d'avoir pris la parole à ce point-là, mais ça fera des bonnes rediffs. Ah non, c'était le but, hein.
vidéo pour éventuellement une interview confuse. Hein, ah bah oui, et il sera temps, hein. Mais après, voilà, je te laisse venir quand tu peux. Et un an et demi que je te repousse le truc, ça arrivera. Allez, pas de soucis. En même temps, t'es passé entre temps. C'est un plaisir. Voilà, des retrouvailles qui se passent bien. Et ben merci à toute la Clotilde, je vous fais des gros bisous. Donc on se retrouve le 19. Là je suis en vacances pendant une bonne semaine et demie. En gros, hein, fin de semaine. Et puis voilà, je vous mets plein de rediffs, du coup vous en aurez tout plein des capsules. Je remercie tous les donateurs et je vous dis